ولن نساوم على الحق أو الثوابت. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, la réconciliation nationale exige une loi basée sur la proportionnelle. Ce sont les mots du chef de la Chambre, Nabi Berri, lors de la réunion hebdomadaire des députés à Ain Tinné. Réunion de sécurité au Grand Sérail présidée par le Premier ministre Hariri. Au menu, la situation dans le camp palestinien de Ain el-Helwé, secoué ces derniers jours par des affrontements meurtriers. Et François Fillon maintient sa candidature à la présidentielle malgré une convocation des juges d'instruction en vue d'une mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme. Réunion hebdomadaire des députés à Ain Tinné, la résidence du président du Parlement. Devant les députés de son bloc, Nabi Berri s'est à nouveau prononcé contre la prorogation du mandat de la Chambre actuelle, mais aussi contre la loi électorale en vigueur dite de 1960 et le vide. Nous devons parvenir le plus rapidement possible à élaborer une nouvelle loi électorale, a-t-il ajouté, estimant que la réconciliation nationale exigeait une loi basée sur la proportionnelle. Le ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk, a démenti ce mercredi les rumeurs selon lesquelles le Premier ministre Saad Hariri était prêt à accepter la proportionnelle intégrale. Ces informations sont fausses et ne sont pas sérieuses, dixit Machnouk lors d'une conférence de presse. Il a par ailleurs souligné que Saad Hariri avait toute la légitimité et le poids politique pour occuper le poste de chef du gouvernement. Le Premier ministre, justement, qui a présidé ce matin une réunion de sécurité au Grand Sérail, une réunion consacrée à la situation dans le camp de réfugiés palestiniens de Ain el-Helwé au Liban Sud, théâtre ces derniers jours d'affrontements meurtriers entre des combattants, du Fatah et des groupes islamistes. Les combats avaient éclaté le 23 février dernier après justement le retrait du Fatah d'un comité conjoint chargé de la sécurité à l'intérieur du camp. L'énorme incendie qui s'était déclaré mardi soir dans les locaux de la compagnie sud-coréenne d'automobile Hyundai sur l'autoroute de Zalka au Maten a été maîtrisé. 6 camions de pompiers ont dû être dépêchés sur les lieux pour combattre les flammes qui menaçaient de s'étendre, notamment à une station-service adjacente sur laquelle un mur du bâtiment en flammes s'était effondré. Dans le reste de l'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU, de nouveau incapable de s'entendre sur la Syrie. Cette fois, à Paris, Washington et Londres voulaient faire passer une résolution condamnant l'usage d'armes chimiques par Damas et sanctionnant les responsables. La Russie et la Chine s'y sont donc opposés, mais ce vote a surtout permis de clarifier la position de l'administration Trump vis-à-vis de Moscou. Sur le terrain, sachez que 13 militaires syriens ont été tués ces dernières 24 heures lors de violents combats contre les rebelles dans des quartiers à la périphérie est de Damas. Des images encore impensables il y a quelques semaines, des écoles ont rouvert leurs portes à Alep-Est, ces quartiers pilonnés pendant des mois par l'armée syrienne et russe. La reprise des cours se fait dans des conditions particulières. Julie Chouteau nous en dit plus. Yeria, 11 ans, habite à Alep dans une maison marquée par 5 années de guerre. Avant, il y avait une table ici, où on avait l'habitude de jouer avec mon frère. Mais la pièce est détruite. Désormais, Yeria et sa famille reprennent peu à peu le cours de leur vie. On se lève à 7 heures. Je me lave le visage et un peu après 7 heures, je vais à l'école. Comme lui, 700 enfants ont repris le chemin de cette école dans l'est d'Alep. Pendant 5 ans, la plupart des écoles sont restées fermées et les élèves ont été confinés chez eux dans la peur. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de retard à rattraper. Certains ont reçu un enseignement à la maison avec leur mère, mais ce n'est pas la majorité. Ils sont au niveau le plus faible. Des lacunes et des troubles psychologiques. La guerre et ses atrocités ont laissé des traces chez les enfants syriens.
Certains souffrent de stress post-traumatique. Beaucoup d'enfants ont des problèmes d'attention et ont du mal à suivre les programmes. Les enseignants doivent aussi faire avec des moyens limités. Les écoles d'Alep ont rouvert progressivement depuis 2 mois et la fin du siège de la ville. Beaucoup d'établissements n'ont toujours ni chauffage ni électricité. Ici, la ville et les vies sont encore à reconstruire. Selon l'UNICEF, 1 700 000 enfants syriens sont toujours déscolarisés. La bataille pour la libération totale de Mossoul se poursuit en Irak. Les forces de sécurité tentent de reprendre l'ouest de la ville de Mossoul des mains de l'organisation État islamique. 750 000 civils restent piégés à l'intérieur. Certains ont commencé à fuir les combats, mais aussi, justement, je vous le disais, le manque de nourriture. Laure Manin nous en dit plus. Au-dessus de ces silhouettes lointaines, un morceau de tissu blanc. Dérisoire symbole de paix, unique protection de ces civils contre les balles. On a fui, on a couru, on est parti à 4 h du matin, en pleine nuit. Il y avait des coups de feu, des bombardements. C'est Dieu qui nous a sauvés. Des centaines d'habitants de Mossoul bravent chaque jour les combats pour quitter les quartiers ouest. La fuite se fait au péril de leur vie. Mon fils a été touché par un drone. Il est blessé. C'est mon fils aîné. J'ai 2 autres fils, mais lui c'est mon fils aîné. Oh mon Dieu. Depuis le 19 février et le début de l'offensive sur les quartiers ouest, 26 000 personnes ont réussi à s'échapper de Mossoul selon Bagdad. Mais plus de 700 000 civils sont encore dans la ville, dont quasiment une moitié d'enfants. Ils survivent dans des conditions drastiques. Aux exactions perpétrées par le groupe État islamique s'ajoute le manque de nourriture, d'eau et de médicaments. On ne pensait pas que les forces de sécurité viendraient nous libérer. On pensait que ce serait comme à Fallujah et que les gens allaient mourir de faim. Les autorités irakiennes redoutent que des extrémistes ne s'infiltrent parmi les réfugiés. L'armée vérifie systématiquement leurs identités et les compare à une base de données pour s'assurer qu'aucun djihadiste ne passe entre les mailles du filet. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, devant la presse mercredi à Paris, François Fillon a donc déclaré qu'il maintenait sa candidature à la présidentielle et ce malgré une convocation des juges d'instruction en vue d'une mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme. Cependant, il a assuré qu'il allait rester candidat jusqu'au bout. On l'écoute. Mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Je serai candidat à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves, avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste, le surcroît de force qu'il nous faut pour l'emporter et pour redresser notre pays. Suite une première pour le président des États-Unis qui a livré un discours devant les 2 chambres du Congrès réunies en session commune. L'occasion de défendre sa politique de l'Amérique d'abord devant les députés, sénateurs, ministres et certains juges de la Cour suprême. Reportage. D'un côté, les élus républicains, majoritaires au Congrès, applaudissent à tout rompre Donald Trump, comme pour montrer que les fractures nées lors de la campagne ont définitivement disparu. De l'autre, les démocrates refusent d'applaudir lorsque Donald Trump s'installe à la tribune. En signe de protestation aussi, une quarantaine d'élus démocrates se sont habillés en blanc, symbole de la défense des droits des femmes. Conscient des divisions au sein du Congrès, Donald Trump s'adresse aux élus démocrates lorsqu'il évoque l'Obamacare, cette loi sur la santé portée par son prédécesseur et qu'il veut détricoter. L'Obamacare s'écroule. J'appelle donc tous les démocrates et les républicains au Congrès à travailler avec nous pour sauver l'Amérique du désastre de l'Obamacare. Bernie Sanders, candidat malheureux à la primaire démocrate, lui a répondu dans une vidéo. J'appelle le président Trump à tenir ses promesses. Dites au peuple américain, ou tweetez-lui, que vous n'allez pas couper la sécurité sociale.
Au sein même des Républicains, derrière l'image d'unité affichée lors de ce discours, des dissensions existent. Le sénateur John McCain juge par exemple la hausse prévue des dépenses militaires trop timide, quand d'autres, comme le sénateur Ted Cruz, se félicitent au contraire des propos sur l'immigration tenus par Donald Trump. Ses remarques sur l'immigration ont été très fortes. Il s'est d'abord focalisé, et c'était la chose à faire, sur la protection des frontières et sur le besoin de renforcer la loi. De ce premier discours devant le Congrès, on retiendra aussi cette image forte, les démocrates quittant l'hémicycle dès le dernier mot prononcé. Les FARC, principales guérillas de Colombie, entament ce mercredi leur désarmement sous le contrôle des Nations Unies. Un point essentiel de l'accord de paix signé avec le gouvernement pour mettre fin au plus vieux conflit d'Amérique latine. Le point avec Pierre Leduf. D'ici quelques heures, 30% des armes en possession des FARC devraient être placées sous le contrôle de l'ONU. Ce mercredi, le processus de désarmement commence, ce qui implique l'inventaire des armes et la destruction de celles qui sont instables, tout ce qui n'a pas été fait auparavant. Le dépôt des armes est censé s'achever à la fin du mois de mai selon l'ONU. C'est la dernière étape de l'accord de paix signé le 26 septembre dernier entre le gouvernement colombien et les rebelles. Le conflit armé dure depuis 52 ans. Il a fait plus de 260 000 morts et près de 7 millions de déplacés. Les rebelles des FARC, accusés de délits politiques, doivent bénéficier d'une amnistie. C'est l'aspect le plus controversé et critiqué de l'accord de paix conclu après 4 ans de négociations. Il ne reste désormais plus qu'une guérilla active sur le territoire colombien, celle de l'armée de libération nationale, avec laquelle le président Santos a annoncé l'ouverture de négociations de paix. Ce mercredi 1er mars, coup d'envoi du mois de la francophonie au Liban. Et pour en parler avec nous en plateau, Véronique Olagnon, directrice de l'Institut français du Liban. Bonsoir Madame Olagnon. Bonsoir. Alors dites-nous, quels seront les temps forts justement de ce mois de la francophonie ? Alors ce mois de la francophonie, nous l'avons voulu avec le ministère de la Culture et les autres ambassades francophones comme un mois tourné vers la jeunesse, vers l'innovation, autour d'un titre, la francophonie 4.0. Donc il y a beaucoup de dates que je pourrais vous donner. Il y aura évidemment une date importante le 20 mars à Station Beyrouth avec beaucoup de propositions, avec de la danse, avec des drones, avec la remise d'un prix pour la réalisation de films en réalité virtuelle autour d'un hackathon qui sera organisé par l'Institut français du Liban. Il va y avoir aussi des spectacles de contes pour enfants avec de l'animation. Le 6 mars, nous aurons une conférence autour de Plantu. Le 7 mars, nous aurons la visite de la directrice de l'école des Gobelins, l'école de l'image, qui est l'une des plus grandes écoles d'animation au monde. Donc beaucoup de choses, de propositions qui s'adressent avant tout à la jeunesse, des plus petits dès 4 ans, les jeunes, avec du slam. La liste est assez longue. Et puis beaucoup de propositions aussi attendues. Il y a le concert de Soued Massi dimanche. Il y a un très beau concert le 3 mars avec une pianiste française très connue. Et il y aura beaucoup de choses pendant tout le mois. Justement, ces jeunes qui sont confrontés à l'anglais, on le sait, la langue anglaise qui domine un peu, que ce soit notamment sur le net ou dans les médias. À votre avis, comment se porte la langue française au Liban ? Écoutez, moi je trouve qu'elle se porte plutôt bien. Il faut prendre les chiffres. On a 55% d'écoles où on apprend le français et l'arabe. Il y a eu des chiffres plus importants par le passé, mais cela reste quand même très important. On parle beaucoup d'anglophonie. Moi je note que tous les majors de promotion de l'université américaine de Beyrouth, par exemple, sont d'anciens élèves des écoles françaises. Nous, notre constat ou notre sentiment, c'est que les Libanais maîtrisent de plus en plus 3 langues, l'arabe, le français et l'anglais, et qu'ils les utilisent selon les contextes comme ils le souhaitent. Mais bien entendu, il y a un combat à mener pour défendre cette francophonie qui est importante pas seulement pour la France, mais parce qu'elle est au cœur de l'identité libanaise. Et quand je suis au Salon du Livre, par exemple, en novembre dernier, les gens me disent on attend ce moment, c'est un moment de respiration, c'est un moment important pour nous parce que le français, ça fait partie du Liban. Et si le français recule, alors c'est une partie du Liban qui se perd. Justement, et quel est le rôle de l'Institut français du Liban pour véhiculer justement la langue française, notamment dans les régions éloignées du Liban ? Alors nous, on prend évidemment toute notre part. Ce combat, évidemment, c'est pas seulement celui de la France ou de l'Institut français du Liban, mais nous, notre engagement, c'est de porter cette francophonie, cette culture à tous, avec une programmation essentiellement gratuite
et dans tout le Liban, pas seulement à Beyrouth, même si Beyrouth c'est important. Et nous avons donc 9 antennes de Tripoli à Saïda, Tyr, Der al-Amar, Baalbek, Zahle, parce que tout le monde a droit au meilleur de la culture. Alors on va le souligner, ça fait juste quelques mois que vous êtes à Beyrouth, à la tête justement de l'Institut français du Liban. Quelles sont vos priorités, Madame Olagnan? Bon, mes priorités, c'est un petit peu ce que je vous exposais à l'instant. C'est-à-dire qu'on a un capital extraordinaire, la francophonie, le lien entre la France et le Liban. On avait récemment le lancement du réseau France Alumni, qui réunit tous les anciens étudiants libanais en France. Et il y a un talent incroyable. Mais cet héritage, il faut le renouveler. Il faut que cette francophonie, elle soit utile aux jeunes. La France est toujours le premier pays d'accueil des étudiants libanais. Mais nous devons toujours montrer que nous pouvons faire davantage ensemble. Et c'est le sens de la venue de la directrice de l'école des Gobelins, parce qu'on le sait peu. La France est un des leaders mondiaux en matière d'animation. Et les Libanais sont très bien positionnés aussi dans tous les domaines artistiques. Donc nous avons beaucoup de choses à faire ensemble pour les jeunes générations, pour leur emploi, pour qu'ils puissent encore rayonner davantage. Véronique Olagnan, directrice de l'Institut français du Liban, merci d'être venue sur notre plateau pour nous parler un peu justement de la programmation du mois de la francophonie. Merci à vous. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La réconciliation nationale exige une loi basée sur la proportionnelle. Ce sont les mots du chef de la Chambre, Nabi Berri, lors de la réunion hebdomadaire des députés à Ain Tinné. Réunion de sécurité au Grand Sérail présidée par le Premier ministre Hariri. Au menu, la situation dans le camp palestinien de Ain el-Helloué, secoué ces derniers jours par des affrontements meurtriers. Et François Fillon maintient sa candidature à la présidentielle malgré une convocation des juges d'instruction en vue d'une mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue.